à nos téléspectateurs de Zion TV. Nous sommes en direct de Zion TV International à Saint-Maur-des-Fossés. Et donc, c'est pour notre émission L'Observateur panafricain. Alors aujourd'hui, dans notre émission, nous allons recevoir deux grands hommes, un homme politique français et un technicien, un technocrate centrafricain. Notre émission, l'Observateur panafricain, c'est l'émission 100% politique, 100% politique scientifique, politique sociale, politique politicienne. Alors, j'invite avec moi très rapidement Monsieur Sébastien Périmoni, qui est de parti politique Solidarité Progrès. Des surprises, Guillaume Hetman Rosalem, qui est centrafricain, directeur de projet informatique en France, qui est là pour des analyses aussi. Guillaume, vous pouvez prendre place. L'Observateur panafricain reçoit Sébastien Périmoni et Guillaume Hetman Rosalem. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Sébastien Périmoni pour se présenter et nous dire un peu plus sur lui. Monsieur Périmoni, je vous donne la parole. Merci beaucoup Clarisse. Donc je suis Sébastien Périmoni, donc je suis le responsable sur les questions africaines d'un parti politique français qui est le parti Solidarité et Progrès. En effet, qui a été fondé par Jacques Cheminade, qui est assez connu pour avoir été plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle française et qui, à de nombreuses reprises, même à 3 reprises et aux 3 fois où il était candidat, a mis la question du développement du continent africain au cœur de sa campagne et a proposé depuis longtemps tout un ensemble de grands projets, comme le plus connu est le projet Transaqua, dont on reparlera. Oui. Voilà, et je suis également responsable Afrique d'un institut international qui est l'Institut Schiller, donc qui est un institut qui se bat depuis les années 80 également pour un changement de politique économique et monétaire internationale et qui aujourd'hui travaille beaucoup dans le cadre du projet chinois qu'on appelle Une ceinture, une route, projet des nouvelles routes de la soie, souvent on connaît mieux sous ce nom-là, et qui en effet aujourd'hui, et c'est ce qui m'a fait m'intéresser à la Chine, a un impact assez important en Afrique, alors plutôt en Afrique francophone, il faut être honnête, qu'en Afrique francophone pour l'instant, mais les choses sont en train d'évoluer. Et à ce titre, je signale qu'on vient de publier un rapport donc, sur les nouvelles routes de la soie et leur impact en Afrique. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site, par exemple afriquedufutur.com. Voilà, pour me présenter. Très bien, Sébastien Périmoni. Maintenant, je donne la parole à Guillaume Hetman Rosalem qui se présente à nos téléspectateurs. Merci Clarisse de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer sur les enjeux économiques et politiques, surtout concernant tous les sujets de l'eau. Parce qu'on sait bien que l'eau est vitale pour tout le monde, pour la population. Et généralement, l'eau est un sujet qui permet donc de fédérer beaucoup de pays. Oui. Notamment quand on parlera des pays limitrophes ou les pays riverains de ces enjeux autour de ces lacs ou rivières qui se trouvent en Afrique centrale. En effet, je suis donc Hetman Rosalem Guillaume. Je suis directeur de projet en France depuis un certain nombre d'années. Et donc, je connais bien naturellement les problématiques de gestion de projet parce que ces sujets dont on va parler vont éventuellement apporter l'élaboration d'un certain nombre de projets parce qu'il s'agit d'apporter des solutions. Hein. Il s'agit d'apporter des solutions qui seraient des solutions bénéfiques à tous ces pays d'Afrique autour de ces grands lacs. Il ne s'agit pas de trouver des blocages, mais il s'agit de voir qu'est-ce qui est le mieux pour chacun de nos pays. Je suis originaire de Centrafrique, donc naturellement, je suis intéressé par ces sujets, hein, quelle que soit ma position, que ce soit une position scientifique ou technique, mais une position sociale aussi. D'accord. Donc voilà, raison pour laquelle je m'intéresse à ce sujet, et merci beaucoup Clarisse pour la suite. Très bien,
Merci pour Guillaume et pour Sébastien pour leur présence sur le plateau de Zion TV International qui reprend ses émissions. Voilà, maintenant on va parler, on va commencer dans le vif de notre sujet et c'est Sébastien Périmoni qui va commencer parce que il a ce projet, comme il vous a dit tout de suite, que ce projet, il a à cœur et il connaît ce projet de barrage, barrage du lac du Tchad et du fleuve Ubangui que Guillaume Rosalem est là pour défendre. C'est un centrafricain. Il s'agit du fleuve Ubangui, ça le regarde. Et puis, il y a Sébastien d'un autre côté qui défend ce projet de barrage pour alimenter le lac du Tchad. Donc Sébastien, il faut nous parler de ce projet qui vous tient à cœur, que vous regardez, vous avez coqueté de toutes parts, vous maîtrisez ce sujet. Donc les Centrafricains, les Tchadiens, toute l'Afrique centrale vous écoute, Monsieur Sébastien. Merci beaucoup. Ça met la pression. Alors, d'abord, je commencerai par dire que c'est pas notre projet. C'est pas le projet de l'Institut Schiller, c'est pas le projet de Jacques Cheminade. Et c'est pas le seul, c'est un des nombreux projets qui avaient été discutés, si vous voulez, au moment des indépendances, c'est-à-dire où l'Afrique sortait de la période coloniale. Et donc, à l'époque, il y avait cette idée qui était très ancrée chez les leaders africains du développement infrastructurel de leur pays. On se rappelle Nkrumah qui, dès son accession au pouvoir, fait un grand barrage, le barrage à Konsombo. Il y avait Lumumba qui voulait faire le pont entre Kinshasa et Brazzaville. Ah, c'est déjà d'actualité à l'époque, Lumumba. Vous avez, même pour ceux qui nous regardent, il y a même une chanson de Franklin Boukaka, qui est un chanteur congolais, qui chante Pont sur le Congo, voilà, et qui parle du pont. Mais Boukaka, c'est un chanteur congolais de Brazzaville, non Alors là, oui, j'ai un doute, oui. mais bon, enfin, il parlait déjà de ce pont et voilà. C'était Lumumba qui avait ce projet. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Afrique, après les indépendances, voulait se développer au point de vue des infrastructures, c'est-à-dire avoir l'énergie, c'était quand même la priorité, avoir des chemins de fer, des transports. Aujourd'hui, on voit que dans l'Afrique francophone, j'en parlais hier, il y a seulement 15% d'échanges intracommunautaires puisqu'il n'y a pas les infrastructures. Il n'y a pas d'échanges dans les pays francophones à cause des pays enclavés. Voilà. Donc par exemple, il existe un autre projet. Le pays de Guillaume. Par exemple. Voilà. Donc il existe un projet qui est discuté actuellement qui s'appelle la boucle ferroviaire en Afrique de l'Ouest. Pour désenclaver les pays, par exemple, les échanges intracommunautaires en Europe, c'est plus de 60%. Parce qu'il y a des infrastructures. Oui. Donc à l'époque, il y avait cette idée qui avait germé, et malheureusement pour des raisons X ou Y, assassinat, coup d'État, politique, je dirais, néolibérale imposée par les institutions financières internationales, on peut pas dire que ces projets ont été réalisés. Vous voulez dire que les protagonistes, en ce moment-là, n'étaient pas prêts à accepter le développement de l'Afrique. Exactement. Voilà. On a même parlé d'une politique de développement du sous-développement pour certains. Très bien. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là où il y a une réflexion sur le projet de faire des canaux en Centrafrique. De faire des canaux sur le fleuve Congo, de faire des barrages et des canaux. Parce que le Transaqua, c'est plus un canal qu'un barrage. C'est l'idée de faire... D'ailleurs, j'ai la photo ici. Je ne sais pas si on la verra à la caméra. Oui. Donc, on voit ici le tracé qui va justement du bassin du Congo, traversant la Centrafrique et allant jusqu'au lac Tchad. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un corridor de développement. C'est un projet pour l'ensemble des pays. Ça va profiter autant au Congo que à la Centrafrique. Je dirais que la Centrafrique sera un des pays majeurs dans la réussite de ce projet, puisqu'il est prévu de construire plusieurs barrages et donc pourrait alimenter le lac. Donc ça permettra évidemment de fournir de l'électricité à la région. On sait qu'il y a très peu d'électricité. Là, il y a le grand barrage en Éthiopie. Il y a un gros problème d'électricité en Afrique. Exactement. Et surtout en Centrafrique où il y a délestage en longueur, tout particulièrement en longueur de temps. Je dirais qu'au-delà du projet Transaqua, la Centrafrique, déjà la République centrafricaine devrait déjà avoir une politique de développement de ses infrastructures, je dirais rien qu'au niveau national déjà.
Mais après, elle doit s'inclure, comme on l'a fait en Europe, on a des canaux qui vont de la France en Allemagne jusque dans les pays de l'Est. Et ce canal fait 2400 km. C'est un canal qui fait 2400 km, pour donner un peu un aspect technique peut-être, c'est-à-dire qu'il prendrait du canal, voilà, depuis le fleuve Congo, traversant la Centrafrique et arrivant au fleuve Chari, voilà, pour maintenant le fleuve Chari, c'est fleuve Ubangi. Voilà, Ubangi-Chari, là c'est plus le Chari, parce qu'il y avait un autre projet de transfert d'eau sur l'Ubangi, mais qui a été... qui a été estimé inefficace dans le sens où il n'y avait pas assez de précipitations pour le renouveler, etc. Enfin, il y a eu plusieurs études scientifiques là-dessus. Donc l'option, ça a plus été de revitaliser le fleuve Chari directement. Et donc ce projet... Sébastien, oui, vous parlez de ce projet que, bon... Monsieur Cheminade a récupéré, parce que c'est un projet d'antan. Disons, il en a été l'avocat. Voilà, c'est un projet d'antan. Mais vous savez, il y a eu des discussions déjà dans les années 70, entre le Congo d'ailleurs, avec la Centrafrique. Il y avait eu déjà des conférences dans les années 80. Oui. Après, il y avait une entreprise italienne qui avait été mandatée pour faire une pré-étude de faisabilité à l'époque, la Bonifica. Donc, qui avait d'ailleurs fait cette étude. D'ailleurs, qui aujourd'hui travaille toujours sur une nouvelle étude actuellement. Mais c'est juste pour dire que voilà, ça prendra, on estime, entre 5 et 8% des eaux du bassin du fleuve Congo. Et souvent, on entend dire qu'on va piller l'eau d'un côté pour la mettre de l'autre. Voilà, attendez, monsieur Sébastien, en fait. Oui, mais parce que ce qui se dit partout, c'est que vous allez prendre dans le fleuve Ubangi, Chari, pour alimenter le lac Tchad. Non, ça c'est pas le projet Transaqua. Voilà, donc après, là, c'est vraiment ample information. De faire un canal qui va du fleuve Congo à l'est, le tributaire est du fleuve Congo, qui prendrait entre 5 et 8% de l'eau qui de toute façon se jette dans l'océan. C'est un cycle d'eau classique. Donc c'est simplement de l'eau qu'on détourne, si vous voulez. Annuellement, on prend 8%, ce qui ne gêne pas le fleuve Congo, et qui va, le long d'un canal, comme on en a beaucoup en France, amener l'eau à notre point, permettre le transport de marchandises par barge, avoir des ports intérieurs. Il y a tout un projet de port intérieur justement à Bangui, justement qui deviendrait une plateforme, ce qu'on appelle une plateforme multimodale logistique pour l'ensemble de la région, dans le cadre du désenclavement de l'Afrique centrale. Donc voilà, donc ce projet, je tiens à le dire, a souvent été considéré comme un projet pharaonique. Et j'aime à rappeler quand même que, pour ceux qui ne le savent pas, ce projet, c'est 2400 km de canaux. En France, je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, en France, par exemple, on a 10 000 km de canaux. Voilà. Et la France, comme vous le savez, c'est 3 fois plus petit que le Tchad, c'est 5 fois plus petit que le Congo, enfin c'est des proportions, voilà. Donc c'est pas un projet si pharaonique comme souvent certains aiment à le dire. Voilà. Mais tout est relatif, évidemment. C'est un grand projet pour l'Afrique, c'est un grand projet pour la région, mais c'est pas un projet pharaonique d'un point de vue des compétences techniques, scientifiques ou autres. Voilà. Maîtrisé. Maîtrisé. Bon, maintenant, dans tout ce que M. Périmoni est en train de dire, où se trouve la place de la République centrafricaine? Parce que c'est ce dont il est question, c'est ce pourquoi M. Guillaume Hetman est là. Donc, pour l'intérêt de la République centrafricaine. Alors, quel est l'intérêt de la République centrafricaine dans tout ce que vous avez dit? Puisque j'ai vu que vous avez parlé plutôt du fleuve Congo. C'est là que vous devez puiser pour alimenter les canaux. Mais la République centrafricaine, c'est déjà un pays enclavé qui a plus besoin voilà, donc si vous nous dites un peu quel est l'intérêt, les avantages de la République centrafricaine dans tout ce qui va se faire, et puis Monsieur Hetman nous dira si vraiment c'est à l'avantage de la République centrafricaine.
L'avantage, c'est tout simplement le développement infrastructurel du pays, d'avoir accès à des réseaux d'eau, d'électricité, de l'eau potable, des voies de chemin de fer peuvent être couplées le long du projet. De toute façon, c'est déjà fait en Éthiopie, c'est fait au Kenya. Je veux dire, il y a vraiment aujourd'hui une révolution infrastructurelle en Afrique qui commence à naître, en particulier, je le disais, grâce au projet des nouvelles routes de la soie. Donc l'avantage du pays, ce sera simplement de pouvoir justement avoir accès à ce développement infrastructurel. C'est pas très compliqué. Moi, j'ai toujours pensé que l'Afrique avait le droit au développement. Et quand je vois beaucoup de gens, d'institutions et même d'Africains qui se battent contre ce type de projets, qui sont des projets simplement structurants d'un État, c'est-à-dire avoir accès à l'eau, l'électricité ou les chemins de fer, j'ai un petit peu un problème à comprendre, si vous voulez. Hein. Donc, et surtout, ça permettra, comme je le disais, de désenclaver la région, comme on a désenclavé l'Europe par les infrastructures et avoir des échanges sous-régionaux beaucoup plus développés, mais à la puissance 1000. Alors, Monsieur Guillaume, qu'est-ce que Guillaume pense de tout ce que Sébastien vient de nous dire par rapport au développement en Afrique? D'accord. Alors, je vous ai entendu en effet peindre l'aspect très positif du projet. Hein, en effet, l'apport en infrastructure de transport, notamment le drainage, la possibilité de mettre des canaux qui permettaient de relier les différents pays pour permettre la circulation probablement des marchandises par des bateaux. Et aussi éventuellement de mettre en place des sources d'énergie, c'est ça, électriques, pour électrifier. Des barrages hydrauliques. Dans le cadre du projet, il y a plusieurs constructions de barrages qui sont prévues. Alors, la question que je me pose aussi, c'est vrai, nous allons quand même modifier le paysage naturel de cette région, qui est l'Afrique centrale. Est-ce que nous avons analysé les impacts écologiques du projet? C'est-à-dire qu'en effet, est-ce que nous avons fait d'abord une analyse beaucoup plus côté nature? Le lac Tchad, en effet, c'est un lac, nous défendons tous, c'est un lac de l'Afrique centrale, nous ne souhaiterons pas qu'il tarisse. Ce lac, originellement, est alimenté par des rivières au niveau du Tchad. Aujourd'hui, est-ce que nous connaissons les débits de ces rivières qui devraient alimenter naturellement ce lac? Avant qu'il y ait ces apports extérieurs des pays voisins, dont nous ne sommes pas contre, hein, si l'analyse est bien faite et que les impacts sont positifs pour l'économie de la région, naturellement. Mais nous souhaiterons quand même d'abord connaître les résultats de ces analyses-là, afin que nos politiques puissent mieux apprécier les décisions à prendre. Donc, en effet, c'est très beau, ça fait rêver de dire que nous mettons en place des canaux qui permettent de drainer les lacs du Congo et de l'Ubangi, sachant que ces lacs se communiquent. Hein. Là, il y a l'un qui se jette dans l'autre avant d'être drainé là, au niveau de Douala. Parce que c'est là où passe l'essentiel de notre économie. Il y a aussi beaucoup d'activités économiques, notamment dans le domaine de l'élevage, entre la Centrafrique et le Tchad. Donc, en effet, c'est aussi de notre intérêt que l'élevage tchadien puisse prendre une ampleur, se développer, parce que nous sommes essentiellement alimentés, je pense, en viande bovine par des éleveurs en provenance du Tchad. Donc, c'est une solidarité commune sur laquelle nous devons étudier. Bon, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments pour nous dire que, voilà, sur le plan écologique, sur le plan environnemental, il n'y a pas un déséquilibre qui va s'installer? Parce qu'à terme, les conséquences peuvent être dramatiques aussi pour nous autres, pour la Centrafrique et pour le Congo, et même pour le Tchad lui-même. Donc, c'est cette question-là, la première, sur laquelle je saurais avoir des éléments de réponse. Voilà. Ce qu'on peut dire, enfin moi, ce qu'on estime aujourd'hui, de toute façon, c'est que la première catastrophe écologique, c'est l'assèchement du lac Tchad. On a plus de 2,5 millions de personnes qui sont déplacées dans la région à cause de l'avancée du désert. Parce que il y a en effet eu un problème à plusieurs époques de chute des précipitations qui alimentaient le fleuve. Ça, c'est vrai. Il y a eu plusieurs périodes de sécheresse. Mais le vrai problème, c'est l'avancée du désert. C'est ça qui vraiment est en train de faire s'assécher le lac Tchad à la vitesse grand V. Donc ça, c'est déjà une première catastrophe écologique. Bon, non seulement, enfin je dirais écologique et sociale, puisque vous parliez de social, écologique et social. Les êtres humains qui sont obligés de se déplacer, le terrorisme qui s'est infiltré
bon, dans la misère conséquente. Oui, oui. Et aussi tout ce qui est justement l'écosystème qui est en train de mourir. Parce que là, on a tout un écosystème gigantesque au cœur de l'Afrique qui est en train de mourir. Donc voilà, donc ça c'est la première évaluation. Après, dans l'étude de faisabilité, évidemment, au XXIe siècle, contrairement d'ailleurs à ce qui a été fait dans les canaux en France à une époque, l'aspect environnemental, dit écologique, est pris en compte dans l'étude qui est en train d'être faite. D'ailleurs, quand j'étais au Nigeria, donc l'an dernier, il y a eu la commission du bassin du lac Tchad qui a organisé une conférence pour justement relancer le projet de Transaqua, avec la présence de M. Touadéra qui était présent, qui a signé le communiqué final disant que ce projet n'était pas une option mais une nécessité, signé par M. Déby, signé par M. Biya, signé par M. Bouhari, et le dernier c'était M. Issoufou qui était présent. Voilà. Donc il y a un accord dans la région pour ça, avec évidemment une prise en compte des conséquences environnementales et écologiques. Alors, Sébastien, vous êtes en train de nous dire qu'il y a déjà un accord de signé par rapport à ce projet que tu viens de nous parler. Tu viens de nous expliquer les tenants aboutissants ici. Mais cet accord qui est déjà signé, est-ce que ça a été publié? Est-ce que les intéressés, je vais parler du côté social, le peuple de ces 4 ou 5 pays de la sous-région, est-ce que ça a été publié? Alors là, c'était comme toujours en Afrique, et je le déplore, sans engagement aucun de la société civile. C'était une conférence de chefs d'État organisée par l'UNESCO, enfin toute la clique habituelle. Et ils ont évidemment, le document signé a été rendu public, le communiqué final a été rendu public. Ils sont sur Internet, tout a été rendu public. Mais pas beaucoup de communication. Il y a eu peu de communication autour de ce projet-là. Alors bon, au Nigeria un peu plus, Nigeria un petit peu plus que dans d'autres pays, il faut l'avouer, parce que le président Bouhari est un grand défenseur de ce projet. C'est vrai que c'est lui qui pousse beaucoup. Et après, donc, a été donné et signé un protocole d'accord avec 2 grandes entreprises internationales, Power China, donc, qui est l'entreprise qui a fait le barrage des 3 Gorges et qui justement fait exactement un même projet de grand canal en Chine. Une société chinoise, Power China, tout à fait. Et Bonifica, juste deux sociétés, et Bonifica dont vous parliez, qui également a coopéré. D'ailleurs, le gouvernement italien a déjà mis l'argent sur la table pour l'étude, et les Chinois également. Donc l'étude actuellement est en cours. Elle devrait sortir d'ici 6 mois à 1 an, d'après les dernières déclarations officielles. En prenant en compte, comme je disais, l'aspect écologique, environnemental et social pour l'ensemble de la région. Mais c'est vrai que la communication a été réservée, disons, à ceux qui suivent le sujet de près. Voilà. Enfin, bon, j'ai lu dans la presse très récemment, il y a eu une conférence au mois de février, je pense. C'était exactement février, il y a 1 an. Et il y a 2 chiffres que j'ai retenus, 14 milliards de dollars d'investissement et 2600 kilomètres de drainage. De canal. Bon, la question que je me pose aussi, bien sûr, côté Centrafrique, est-ce qu'on s'est posé la question sur l'assèchement de l'Oubangui dans le cadre du projet? Est-ce que les conséquences de ce drainage, est-ce qu'on a des solutions sur l'assèchement éventuel? En tant que Centrafricain, nous avons vécu à Bangui, qui est face à l'Oubangui-Chari, à la capitale, et régulièrement, en saison sèche, les traversées de l'Oubangui, côté Bangui, se fait quasiment à pied. Oui, je sais. Oui. Alors, l'inquiétude, il vient naturellement à l'esprit de dire, en saison sèche, on traverse à pied, donc en saison des pluies, ça risque d'être le même scénario, lorsque le drainage va être mis en place. Alors, c'est pas que je bloque le drainage, mais je me pose la question, quelles sont les solutions pour contrecarrer alternatives pour contrecarrer ce risque, qui va aussi être dramatique pour les populations centrafricaines. Les pêcheurs, il faut penser aux pêcheurs. C'est une alimentation non négligeable, qui est aussi une activité économique non négligeable pour la population centrafricaine. Est-ce qu'il y a une alternative?
en fin de compte, ce serait très intéressant de nous présenter une cartographie globale du sujet, hein, pour savoir que les points faibles des uns sont comblés par les points faibles des autres, hein, pour qu'il y ait un bénéfice global à toutes ces populations. Nous déplorons naturellement l'assèchement du lac Tchad. Ce n'est pas notre souhait. Nous aimerions bien que ce problème soit résolu. C'est vrai que c'est une catastrophe naturelle. On essaie d'apporter des solutions par le Congo, par la Centrafrique. Et peut-être, pourquoi ne pas aller chercher ailleurs et éventuellement chercher d'autres solutions. Vous avez parlé tout à l'heure de l'avancée du désert. Aujourd'hui, il y a des solutions de remboisement qui ne nécessitent pas nécessairement peut-être l'apport en eau de l'Ubangui vers le lac Tchad. Est-ce que nous avons exploré tous ces aspects-là, hein? Donc, on serait très intéressé, en tant que Centrafricain, de creuser un peu plus davantage. Bon, certainement, ça a été fait, parce que c'est un projet, c'est un gros projet. Avec tout l'argent qui a été mis en place, dont vous avez parlé, je pense qu'il y a des consultants et autres qui se sont penchés sur le sujet. Mais il serait quand même bienvenu que la société civile s'y intéresse, soit informée déjà, hein. J'espère qu'il y aura une suite dans ce débat. C'est votre rôle et le rôle de l'émission, d'informer les gens. Tout à fait, c'est ça. Elle est formidable, cette émission, elle est vraiment très bienvenue parce que c'est un sujet de société. Aujourd'hui, ça passe de manière sournoise, hein, à travers le temps, mais c'est un sujet de société dont on ne s'aperçoit pas. Donc on aimerait beaucoup. Donc ces sujets-là, j'aimerais beaucoup avoir plus d'éléments là-dessus. Quelle est la contrepartie? Quelle est la contrepartie? La contrepartie, le bénéfice, on l'a vu. Mais quelle est la contrepartie en termes de catastrophe côté Centrafrique et Congo aussi d'ailleurs? Une chose là-dessus, c'est que, en effet, ce qui peut paraître un peu contradictoire avec la pensée actuelle et la pensée qui est véhiculée, c'est cette notion d'équilibre dans les écosystèmes. Oui. Et c'est une idée qui, malheureusement, n'existe pas. Dans le sens où les écosystèmes évoluent, le climat change, hein, voilà, le désert avance. À l'époque, le lac, il était 1000 fois plus grand. Aujourd'hui, il est plus petit. Demain, voilà. Demain, il sera peut-être 10 fois plus grand. C'est-à-dire que bon, les écosystèmes ne sont pas une fin en soi. Et c'est vrai qu'après, quand on fait une politique d'aménagement du territoire, évidemment qu'on bouleverse un équilibre. Et c'est aux États d'assumer ce bouleversement d'équilibre. Quand en France, on a asséché les marais, on a fait des canaux, on a bouleversé l'équilibre écosystémique, si on veut parler un peu scientifiquement, de la région. Ça a été un choix. Et ce choix doit être assumé par les gouvernements et au profit, évidemment, des populations. Mais il faut accepter cette politique de changement. Et c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le statu quo qui sera une solution au problème. Le projet Transaqua amènera beaucoup d'eau dans la région de Centrafrique et de Mais comment? Mais comment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, Clarisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de bloquer le projet. Non, je ne suis pas pour bloquer le projet. Je suis pour trouver les solutions permettant de compenser pas nécessairement ce manque à gagner, mais ce déséquilibre écosystème. Pas que ce déséquilibre, mais tout à l'heure, j'avais parlé des conséquences économiques et sociales. L'activité des pêcheurs, le lac l'Ubangui certainement va subir un contre-coup. On va lui drainer le lit va s'assécher. Il y aura certainement... Ça, c'est logique. Mais si on nous prouve d'une autre façon que non, il y aura des solutions qui vont compenser cet aspect-là, on est pour. On est pour. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que la Centrafrique est quand même pas mal irriguée. Il n'y a pas que le lac Ubangui en Centrafrique. Il y a beaucoup de rivières qui sont très puissantes. Il y a des châteaux d'eau souterrains très importants. Oui, il y a des nappes phréatiques très importantes. Il y a tout ça. À ce moment-là, pour globaliser le projet, je pense qu'à l'intérieur de ce projet, il faudrait créer des projets de solutions pour ces différents pays voisins. Moi, simplement, je pense que l'eau, elle ne manque pas. Ce qui manque, c'est les infrastructures. Mais voilà, elle n'est pas utilisée. Non, elle n'est pas utilisée. Il y a des châteaux d'eau. Alors, je ne sais plus le nom exactement au centre de la Centrafrique. Il y a des châteaux d'eau. Partout. Même à boire. Voilà, donc de l'eau, c'est pas ce qui manque. Et en France, si on a de l'eau ici au robinet, c'est bien parce qu'on a fait des aménagements de territoire. Je pense, Sébastien, donc la question, c'est plutôt si on dit que c'est pas l'eau qui manque, je ne pense pas. L'eau manque.
En Centrafrique, l'eau manque pendant la saison sèche. Il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc, d'où l'importance de ce que... Il y a un très bon livre qui vient de sortir qui s'appelle L'homme qui fait jaillir l'eau du désert de Monsieur Gachet, Alain Gachet. Bon, lui, il a sauvé des millions de vies parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de l'eau partout en Afrique et qu'il suffit simplement de les repérer par des méthodes de téléradar et qu'on peut faire émerger de l'eau. Il a sauvé des vies au Soudan, au Kenya. Et une fois qu'on a mis en place ces infrastructures, on règle le problème. Donc c'est plus le problème du sous-investissement. La même chose que le chef du projet, Monsieur Rosalem, vous dites à peu près la même chose, puisque lui dit il faut absolument une solution alternative, parce qu'il y a quand même des manques à gagner. Et donc, il propose, il dit qu'il n'est pas contre ce projet de drainage voilà, il n'est pas contre, mais il faut insérer un projet alternative pour pallier au manque à gagner. Par exemple, dans son pays, la République centrafricaine, qui déjà manque d'eau pendant la saison sèche. Donc, il n'y a pas d'eau et ils s'inquiètent pour ça. Ils s'inquiètent pour les pêcheurs. C'est leur activité. Ils vivent de ça. Ils ont leur petite famille qui vivent de ça. Maintenant, quand on va faire le drainage, il n'y aura pas d'eau. Et du coup, ça va être difficile. Pourquoi vous estimez que... C'est la politique sociale. Non, il a touché la politique sociale. Je ne comprends pas le postulat de dire que si on prend de l'eau dans le bassin du Congo qui est surchargé d'eau, qu'on fait un canal pour traverser la Centrafrique et alimenter la population en eau, etc., on ne va pas prendre l'eau dans l'Ubangui. Mais l'Ubangui tombe dans le fleuve du Congo. Oui, oui. Ce sont deux... qui se communiquent. Qui communiquent, bien sûr, oui. Oui, non. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, Monsieur Rosalem attire votre attention, puisque vous êtes proche du projet, pour insérer, pour voir ces petits points que vous ne voyez peut-être pas forcément. Donc, il voudrait il propose que vous regardiez ces paramètres-là pour ne pas que la population lambda souffre du drainage. Voilà, c'est ce que Guillaume propose. Et maintenant, Sébastien, lui, il défend ce projet qui est vital pour l'Afrique. Et c'est vrai, c'est visible que le projet du drainage serait vital pour l'Afrique et pour la République centrafricaine. Lui, il pense, mais Guillaume a vu le petit truc qui est caché dans le codicile, hein, donc il vous relève ça. Et maintenant, nous remercions Guillaume et Sébastien d'être là et nous allons marquer une petite pause et à notre retour, nous allons parler un tout petit peu de déboisement et reboisement, puisqu'on a parlé, donc reboisement, déboisement, et nous allons parler également on va toucher un tout petit peu la Côte d'Ivoire, puisque c'est un sujet d'actualité, avec la démission de Guillaume Kigbafori Soro. Donc on va en parler un tout petit peu, mais c'est la semaine prochaine qu'on va inviter ici les Soroïstes, les Gbagboïstes, les Ouattaraïstes, et puis ainsi de suite, pour parler de cet événement qui vient de voir le jour en Côte d'Ivoire. Donc, merci aux téléspectateurs. Nous revenons vers vous dans quelques minutes. Merci. Du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, accuse de détourneurs de deniers publics les responsables du RHDP, toute chose qui mérite une action en justice. Sur ce chapitre de détournement de deniers publics,
le président Nicolas Bédié devrait regarder dans son passé au mois de février 1967, le président Félix Houphouët-Boigny avait, au cours d'un remaniement ministériel, dit en ces termes: je n'ai que faire de ministres corrompus. Et même s'ils sont compétents, cette phrase s'adressait spécialement au président Henri Konan Bédié, qui accuse aujourd'hui les responsables du RDP de détournement de deniers publics. Que le président Bédié se rappelle également du détournement de 18 milliards de l'Union européenne. Dans la cohésion, dans la diversité, dans le respect des autres. Jamais il n'a injurié quelqu'un. Jamais. Un grand homme, il ne l'a jamais fait. Même ses opposants, il ne les a jamais injuriés. Bonjour à nos téléspectateurs de Zion TV International. Nous reprenons notre émission de tout à l'heure avec Guillaume Hetman Rosalem et Sébastien Perimoni, homme politique français, et d'un autre côté Guillaume qui est technocrate, directeur de projet informatique, de projet tout simplement, qui défend les intérêts de la République centrafricaine, son pays. Et d'un autre côté nous avons Sébastien qui se présente comme l'avocat de ce projet de drainage sur le fleuve Congo. Bon, la discussion, nous avons terminé sur la proposition de Monsieur Rosalem qui parlait de un autre projet pour insérer dans le projet principal. Donc, ben voilà. Et donc là, nous allons parler dans notre émission, votre émission, l'Observateur panafricain. Et donc, Sébastien se présente vraiment comme un vrai panafricaniste, puisque vraiment la problématique d'Afrique lui tient à cœur, avec son président du parti, Monsieur Jacques Cheminade, qu'on salue chaleureusement à cause de Sébastien qui est là pour défendre le projet, les grands projets d'Afrique. Ça va pas être le dernier. Ce projet, ce n'est que le commencement. Il y a plein d'autres projets concernant l'Afrique que Monsieur Perimoni va nous déballer. On va en parler. C'est votre émission. Nous allons en parler. Nous allons polémiquer autour de tout ça pour que le peuple soit informé. Notre souci, vous informer. Voilà. Donc, nous allons parler déboisement, reboisement. Voilà. Déboisement, je commence par Monsieur Rosalem. Qu'est-ce qu'il pense du déboisement et que pense-t-il de reboisement? Puisque tout ça, il y a le réchauffement climatique qui est là, il y a beaucoup d'impact sur la population rurale et tout ça. Donc, Guillaume va nous parler un tout petit peu de ce reboisement et de ce déboisement qui bat son plein en République centrafricaine. Et puis, Sébastien va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Quelle est la solution alternative pour arrêter, mettre fin à tout cela? Merci. Guillaume, vous avez la parole.
Merci Clarisse de m'avoir donné la parole pour un sujet qui a un enjeu très important pour notre pays et pour l'Afrique. Même si nous sommes en Afrique équatoriale, donc arrosés de pas mal d'eau. Hein. Mais ceci dit, nous sommes quand même menacés par les problèmes de sécheresse et de déboisement. La Centrafrique, notamment, c'est un très grand pays qui a des paysages climatiques assez variés. Il y a des régions de la Centrafrique qui sont aussi menacées par le désert, notamment dans le nord, hein, du côté de Birao et autres, et qui sont menacées donc par le désert. Et il est temps à ce que nous réfléchissions à la politique de reboisement de ces régions-là, parce que ça induit un appauvrissement de ces populations assez grave. J'en ai pour preuve, ce sont des régions dans lesquelles moi-même, historiquement, j'ai été, à Birao, hein, dans des événements du passé. Très jeune, j'avais à peine 8 ans, hein, puisque, voilà. Et donc ce sont des régions où quand nous étions, nous marchions sur du sable à longueur de journée. Il n'y avait pas beaucoup de végétation. Donc quelle est la politique, étant donné que nous avons ce panel de projets qui peuvent être au bénéfice de notre pays, avez-vous aussi réfléchi dans le cadre de ces projets de les pousser vers le reboisement de ces régions-là pour freiner l'appauvrissement? Déjà, nous sommes appauvris par les crises politiques qui n'arrêtent pas de frapper notre pays. Hein, et donc voilà. Et d'un autre côté, le déboisement des régions déjà boisées. Par exemple, vous avez des régions en Centrafrique où les sources alimentaires viennent de là. Notamment, je vois du côté de la Lobaye, hein, où certes, il y a des forêts, mais qui seront à terme menacées. Et quand elles seront menacées, toutes ces sources d'alimentation, que ce soit d'origine végétale ou animale, seront menacées. Nous avons des pygmées qui vivent dans ces forêts. Hein. Ces pygmées, qu'est-ce qu'elles vont devenir, étant donné qu'elles ne bénéficient pas des bienfaits généralement de l'économie urbaine? Donc ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons déjà réfléchir et que nous vous invitons à vous y pencher pour plutôt capitaliser vos projets là-dessus. Là, ça apportera vraiment des vraies solutions à notre pays. Voilà. Donc Guillaume nous parle de la forêt équatoriale vers la Lobaye. Il nous parle des pygmées, de l'alimentation, cette forêt qui nourrit l'ensemble de la République centrafricaine par moment. Voilà, donc vous avez compris sa question. Est-ce que vous avez un projet par rapport au déboisement? Je dirais que le premier projet, il doit être politique. C'est-à-dire d'envoyer la France-Afrique et ses réseaux et ses valises et ses coups d'État à la poubelle une bonne fois pour toutes, parce qu'une grande partie du non-développement ou sous-développement ou peu développement, malheureusement de pays entiers, est souvent due à des chefs d'État que nous avons mis en place. On peut penser aux empereurs, par exemple, à certaines époques, qui ont bradé le pays. Purement et simplement, et les marionnettes qui l'ont suivi. Donc je dirais il y a déjà cet aspect politique qui est assez complexe, parce qu'on a quand même un héritage qui est lourd en termes de responsables politiques africains qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et ceux qui ont essayé souvent ont eu beaucoup de problèmes. Donc ça c'est je dirais la partie la plus sensible, clairement. Ah, aujourd'hui, on voit des chefs d'État qui commencent petit à petit. On a vu M. Bolloré se faire virer du Bénin, du Togo, du Niger. On a vu Veolia. On a vu des grandes entreprises qui considéraient un petit peu cette partie de l'Afrique comme leur jardin, comme leur frigidaire. Hein. Et donc, on voit un début de rébellion, je dirais, ou de réflexion, tout du moins, vis-à-vis de cette politique-là, qui me semble, moi, tout à fait positif. Voilà, personnellement. Donc après sur le projet de reboisement, c'est pas un projet nouveau, encore une fois. J'ai en tête les mots de Sankara qui, accédant au pouvoir, disait lancer son programme Un village, un bosquet. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ce programme. Et à l'époque, il avait dit voilà, on sait ce qui va se passer. Chaque enfant du Burkina Faso va planter un arbre dans son village, dans son école, etc. Et on va commencer à bâtir ce qu'il appelait une muraille verte.
Donc, qui était un projet, qui était voilà, un début de projet. Il avait même contacté les autres pays africains avec l'idée de faire une muraille verte, mais là vraiment sur de Dakar à Djibouti, quoi. Vraiment, avec vraiment cette idée d'arrêter le désert. Voilà. Bon, il faut savoir que ça se fait dans d'autres pays. La Chine plante des millions d'arbres. Ils ont augmenté la surface d'arbres, je ne sais plus, de 10% en 15 ans ou quelque chose comme ça. Et l'Inde énormément également. Donc aujourd'hui, c'est une question qui, dans le cadre des changements climatiques, se pose de plus en plus. Donc évidemment, le projet de muraille verte, moi, c'est un projet qui me paraît tout à fait intéressant, qui concerne en grande partie également la Centrafrique, qui serait concernée. Évidemment, c'est plutôt, oui, dans ce sens-là qu'il faut aller, ça c'est évident. Après, je ne sais pas, moi, le président centrafricain, quelle vision il a de cette politique de reboisement à l'heure actuelle. Sur le Transaqua, on peut dire qu'il a une réflexion et... Ils ont une volonté de regarder de l'avant. Sur cette partie du projet, je ne saurais pas dire personnellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va, je dirais même plus que ça. C'est-à-dire qu'on va irrémédiablement devoir le faire. Donc, irrémédiablement, il faudra reboiser la planète. En France, à part, je crois, en Pologne, il n'y a plus une seule forêt qui est naturelle. On a entièrement, en France, il n'y a pas de forêt naturelle. Toutes les forêts sont créées par l'être humain. Alors souvent on dit oui, c'est beau de se balader en forêt, c'est la nature. Non, c'est pas la nature, c'est la main de l'homme. Donc il y a ça aussi. Donc évidemment, c'est le type de défi que l'Afrique doit se lancer. Et je pense que son plus gros défi aujourd'hui, oui, c'est de vaincre les dernières résistances que sont les marionnettes politiques et le franc CFA, par exemple, le fait que l'Afrique n'a pas accès à la souveraineté monétaire. Oui, d'accord. Oui, Monsieur Perimoni a été visiter l'usine de fabrication de francs CFA hier après-midi seulement. Donc, il va nous en parler tout à l'heure un tout petit peu. Et puis, on abordera ce sujet de francs CFA la prochaine fois quand on va parler très exactement de la République centrafricaine, quand on va parler de la Côte d'Ivoire avec tous les événements qui se sont déroulés dernièrement en Côte d'Ivoire, la création d'un nouveau parti par le président Alassane Ouattara, le RHDP, qui a suscité beaucoup de polémiques, des injures, de tout ce qui va avec. Donc on va parler très sérieusement, on va informer l'opinion internationale, nationale, et puis ainsi de suite. Donc, Monsieur Guillaume Rosalem, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de Monsieur Perimoni? Bon, en effet, c'est une ébauche dont il a parlé. Il nous a informé qu'il existe en effet le projet La Muraille Verte. Je suis ravi de savoir qu'il y a des réflexions sur ce genre de sujet. Maintenant, y a-t-il des commissions qui statuent sur le sujet et qui le gèrent en termes de projet, ne fût-ce qu'en termes d'avant-projet, d'études, ne fût-ce que le projet d'études, sur quelle étendue cette muraille verte va être érigée, au bénéfice de qui? Dans quelle région? Est-ce qu'il y a une étude qui a déjà été faite sur les régions qui sont les plus défavorisées? Nous, en tant que Centrafricains, on a la connaissance de ces régions-là, puisque nous y vivons. Comme je vous ai dit, j'ai été à Birao, j'ai été dans d'autres secteurs de la Centrafrique où il y avait des problèmes d'eau. Et même pas seulement au nord, mais aussi dans certaines régions de l'Est. Vous avez du mal à trouver de l'eau. Pour aller... et les gens vivent sur du désert. Il n'y a que des savanes. Oui, et donc la forêt disparaît en fait. Voilà. Et quand alors qu'on peut reboiser. On peut reboiser. Monsieur Perimoni venait de nous dire que en France, tout ce que nous voyons, c'est pas naturel. C'est la main de l'homme. C'est la main de l'homme. Oui. Mais en Afrique, on attend. Les Africains attendent toujours que ça leur tombe du ciel. Alors que c'est pas possible, ça ne tombera pas du ciel. Donc les Africains doivent se mettre au travail, reboiser, surtout en République centrafricaine. Absolument. Tu viens de parler de la savane qu'il faut reboiser. Et reboiser. Anciennement était boisé. Voilà. Oui.
Et il faut aussi reboiser la forêt de la Lobaye, qui sont en train d'être ravagées. Oui. Je ne parlerai pas de déboisement, mais de ravage. Il y a trop de... On coupe l'arbre sans reboiser et sans penser à ces pygmées dont parlait M. Rosalem, ces pygmées qui vivent de ces grands arbres, puisque les chenilles, ces grands arbres produisent les chenilles. Et ces chenilles-là nourrissent la totalité de population de la République centrafricaine. Nous parlons aussi des gibiers qui nourrissent aussi la population centrafricaine. Et donc, M. Rosalem disait que si on déboise sans reboiser, ça va avoir forcément d'impact sur la société, et il propose de reboiser très rapidement. Et surtout suivre un programme, connaître le programme qui a été dédié à cela et les financements, les sources de financement qui sont déjà... Donc, il s'oriente vers M. Périmoni, qui maîtrise les grands projets pour l'Afrique. Donc, Guillaume est en train de lui proposer ces projets que peut-être que M. Périmoni, puisqu'il ne vit pas là-bas avec son équipe de l'Institut Schiller, ils ne vivent pas là-bas, ils ne connaissent pas l'impact que le réchauffement climatique a sur la population et sur nos terres. Et du coup, Guillaume est en train de l'orienter. C'est très important. Il a besoin aussi de savoir ce qu'il faut faire, parce que c'est pas facile aussi quand on n'est pas natif d'un pays et qu'on veut faire du bien à ce pays-là. Il va falloir avoir bonne connaissance du pays en question. Mais souvent, les chefs de l'État, au lieu de proposer un projet chiffré, un projet bien orienté sur la population, un projet social, mettre l'accent sur la politique sociale pour que la population soit aisée, pour que la population ait le minimum, surtout la population rurale, le minimum vital. Ils ne pensent pas à ça, mais ils voient seulement l'investissement, le financement qui viennent de l'extérieur, mais la plupart du temps, on ne sait pas où va ces investissements. C'est pour ça que... Il repart à l'extérieur. Voilà. Bon, monsieur Non, il y a un chiffre qui est public, donc on peut le présenter. Chaque année, environ 100 milliards de dollars fuient l'Afrique en termes de fuite des capitaux. 100 milliards de dollars. Voilà. C'est comme l'évasion fiscale en France, c'est environ 100 milliards par an. Donc, imaginez, en 10 ans, ça fait 1000 milliards. Bon, si l'Afrique possédait ces 1000 milliards, le projet, on parlait de 14 milliards pour l'estimation du projet Transaqua, bon, on ne se poserait pas la question de se dire si c'est trop cher, ou etc. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi qui est d'ordre économique. Donc c'est vrai que la question du prix est plutôt secondaire en quelque sorte. Et en plus, c'est vrai que le reboisement, ça c'est une politique nationale que n'importe quel État peut faire maintenant, parce que c'est pas ce qui coûte énormément. Le pays le plus avancé, je pense que la Centrafrique pourrait peut-être se mettre en contact avec l'association qui fait ça au Sénégal, puisque c'est au Sénégal où le projet est le plus avancé, où vraiment ils ont un programme national de reboisement, etc. Donc je sais plus le nom de l'association par contre, mais c'est un programme, un programme d'État, c'est un programme d'État, donc et c'est vrai que c'est le Sénégal qui est le plus avancé. Et donc voilà, après sur la question évidemment du financement, je pense que c'est vrai que c'est un problème qui est plutôt de l'ordre économique. Quand on pense à tous les diamants qui ont fui la Centrafrique, aurait suffi à planter 1 million d'arbres sans problème. Sûr. Absolument, d'accord. Donc voilà, nous avons abordé très rapidement la problématique de déboisement, reboisement, le financement et les capitaux, les fuites des capitaux qui repartent directement à leur origine dès que ça arrive
arrive en Afrique. Et donc, voilà, nous allons presque terminer notre émission sur l'observateur panafricain, mais nous allons quand même aborder, nous avons un petit moment pour parler un peu de cette route de Mombasa-Lagos qui devait partir de la République centrafricaine qui traverserait Tchad, voilà, l'Ouganda. Est-ce que M. Périmoni peut nous... Ben, on peut dire une bonne nouvelle, c'est que en fait c'est le projet de l'agenda 2063, ce qu'on appelle l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui a pour but de relier toutes les capitales africaines entre elles par des autoroutes, voire des chemins de fer à grande vitesse. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, l'Égypte a annoncé avoir réalisé et terminé et ouvert au public la partie qui va de Alexandrie jusqu'à Cape Town, puisque ça va du nord au sud. Hein. Donc toute la partie autoroute a été faite par l'Égypte. Alors évidemment, le Soudan, c'est un cas un peu plus compliqué, la situation politique est moins stable. Et donc, mais bon, disons, dans le cadre de l'agenda 2063, il y a ce projet, en effet, Lagos-Mombasa. Et il y a aussi Nairobi-Mombasa qui a été fait en chemin de fer, qui va se prolonger jusqu'à Kampala, peut-être on part jusqu'au Rwanda, peut-être en République démocratique du Congo. Donc ça prendra un certain temps, faut être honnête. Mais voilà, j'ai entendu également récemment que l'autoroute ou un chemin de fer entre Bamako et Dakar était en pourparlers par les gouvernements. Donc on voit une effervescence autour de ça. Et donc l'idée de relier toutes les capitales entre elles, oui, pour moi c'est un projet magnifique. C'est clairement ce qu'il faut pour désenclaver le continent. Et c'est la base. Pour moi, il y a deux choses. Il y a la révolution infrastructurelle qui est en train petit à petit de se lancer. Et la deuxième grande révolution que va connaître l'Afrique, c'est la révolution des manufactures, c'est-à-dire la transformation des matières premières, l'industrialisation finalement du pays, qui sont, à mon avis, dans les 30 ou 40 prochaines années, ce qui va complètement, pour le mieux, changer les habitudes du continent. D'accord. Donc, si je récapitule tout ce qu'on a dit sur le plateau, on a parlé très exactement, pour appeler les choses en leur nom, c'est plutôt le plan Marshall, le sacré plan Marshall que l'Afrique a besoin pour se développer. Donc voilà, on a parlé de ce plan Marshall et Sébastien Périmoni qui maîtrise ce côté-là, je pense qu'il sera là pour nous parler également, polémiquer avec nous au sujet de la Côte d'Ivoire, c'est très important. Est-ce que M. Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, est-ce qu'il a eu raison de démissionner ? Et pourquoi il a accepté de démissionner? Donc, on va polémiquer autour de tout ça. Et Alassane Ouattara, est-ce qu'il sera candidat en 2020? Est-ce que Soro était le dauphin de Alassane Ouattara? Et s'il était le dauphin de Alassane Ouattara, il n'a pas démissionné trop tôt, M. Périmoni? Je laisse la parole d'abord à... Sur cette oui, oui, en effet, je suis. Non, pas du tout. Mais en effet, je suis africain, mais bon, je m'intéresse à l'actualité africaine d'une manière générale. Je connais moins la politique ivoirienne. Je la suis de près et n'étant pas vraiment expert du sujet, excusez-moi, je reste peu bavard, mais on n'aborde pas encore ce sujet. Oui, c'est une réflexion, mais je souhaite tout simplement que les... Pour stimuler les Ivoiriens et les panafricains. Exactement, je souhaite tout simplement que les enfants de l'Afrique, nos hommes politiques, Guillaume Soro, en effet, il est plein d'énergie, il a de l'avenir certainement politique. Le président Ouattara, c'est un homme d'expérience aussi. Ouais. Je pense qu'il faudrait tout simplement qu'il se mette autour d'une table et qu'il sache vers quelle direction ils veulent mener la Côte d'Ivoire de manière bénéfique, surtout pour les populations. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup.
Merci à Guillaume Rosalem, le centrafricain, le directeur de projet, le centrafricain. Et puis merci à Monsieur Perimoni, l'homme politique français. Il est dans un parti politique de Monsieur Jacques Cheminade. Son parti politique, c'est Solidarité Progrès. Donc, c'est Solidarité Progrès qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Et donc, les autres partis politiques français, si vous avez des sujets à défendre, le plateau de Zion TV est ouvert pour vous. Donc, comme Monsieur Perimoni qui est là pour défendre le projet que son parti soutient. Nous attendons aussi que d'autres partis politiques français viennent sur le plateau soutenir un projet pour l'Afrique en solidarité. Voilà ce que nous pouvons dire et à très bientôt sur le sujet Khartoum avec la République centrafricaine, on aura les Touadéraïstes, on aura le représentant aussi des groupes armés, et puis on aura aussi la population, les représentants de la population civile pour parler de traité de Khartoum. Donc, merci à nos téléspectateurs. Merci pour regarder, suivre toutes nos émissions. L'Observateur panafricain sur Zion TV.